Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bienvenue pour cette nouvelle édition de notre webinaire dédié au marché de taux en euros. L'idée, c'est que je vais reprendre rapidement les conclusions du mois d'avril. Mais bon, dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué? Quelques-unes. C'est vrai qu'on avait fait part justement qu'à ce stade, il ne fallait pas qu'il y ait forcément beaucoup d'affolement sur les marchés, parce que c'est, encore une fois, c'est le meilleur moyen de se prendre les portes de saloon quand on panique, justement. On observe malgré tout qu'il y a une volatilité qui reste très élevée, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On avait considéré que le conflit ne s'installerait pas dans la durée et que l'inflation restait conforme pour le moment aux anticipations. On va voir ce qui a pu évoluer un peu aujourd'hui. En revanche, on maintient que cette situation, et on le maintenait la dernière fois, offre davantage d'opportunités parce qu'effectivement, plus de volatilité, donc des points d'entrée peut-être qui peuvent être intéressants aujourd'hui, en tout cas sur les taux souverains et les taux d'emprunt. Corporate. Exactement. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire un bref point de la situation au Moyen-Orient et du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Un bref point parce que ça évolue en permanence et tout ça est déjà connu. Mais donc, un cessez-le-feu a été mis en place le 8 avril dernier. Les combats ont été plus ou moins suspendus, mais disons dans l'aspect le plus violent, ils l'ont été. Il y a moins de bombardements de part et d'autre, moins d'envois de missiles. Il y a eu quelques regains de tension tout de même. Le 4 mai, les États-Unis ont détruit 7 embarcations iraniennes qui visaient des navires. Les Iraniens ont envoyé des missiles sur les Émirats arabes unis, provoquant d'ailleurs un incendie dans la raffinerie de Fujairah. La plupart de ces missiles ont toutefois été interceptés. Mais parallèlement, les négociations se poursuivent par l'intermédiaire du Pakistan. Il semblerait qu'il y ait un mémorandum d'une page qui soit sur la table. D'ailleurs, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit que l'opération Epic Fury était maintenant finie et que les États-Unis avaient adopté une position maintenant purement défensive. On passe à Liberty Project. Voilà, alors, défensive, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il y a Liberty Project, donc c'est la réponse, c'est la situation dans le détroit d'Ormuz qui a été bloquée d'abord par l'Iran, puis sur lequel les États-Unis ont eux-mêmes imposé un contre-blocus de façon à bloquer les navires iraniens. Ceci a eu pour conséquence non seulement l'effondrement du trafic maritime, la réorientation des routes maritimes par d'autres voies, mais aussi un effondrement du trafic aérien dans la région. Et Trump a mis en place un projet qui s'appelait Projet Liberté pour escorter les navires marchands à travers le détroit d'Ormuz. Bon, à peine mis en place. Navire français aussi qui a été touché. Alors, ce projet Liberté, à peine mis en place, Trump a annoncé qu'il le suspendait. Ouais. Donc, ça n'a pas duré bien longtemps. On est toujours dans les annonces, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Il semble tout de même que les belligérants s'orientent plutôt vers des négociations que vers la poursuite du conflit armé, mais l'incertitude n'est pas totalement levée. Les conséquences sur les prix de l'énergie, donc de tout ce conflit, ça a été, on l'a vu, donc la hausse des prix du gaz et du pétrole, avec l'annonce de négociations qui avancent bien, la suspension du projet Liberté, etc., etc., tout ce que l'on vient de dire. On a eu finalement aujourd'hui un revirement du marché qui croit maintenant effectivement à la mise en place d'un traité de paix. Et de ce fait-là, les marchés se sont très largement retournés, à commencer par les prix du gaz et du pétrole,
puisque sur le pétrole, maintenant, on est redescendu aux alentours des $100 le baril, après être monté jusqu'à 120. Si on regarde maintenant quels sont les impacts que ce conflit a eu sur la croissance économique, alors on a eu les chiffres de croissance au premier trimestre. Le premier trimestre n'était pas entièrement dans le cadre du conflit, puisque le conflit n'a débuté qu'à la fin février. Pour autant, on voit déjà un impact sur les chiffres de croissance au premier trimestre, puisque sur la zone euro, ils sont ressortis à 0,1% pour le premier trimestre, 0 pour la France, plus 0,3 à l'inverse pour l'Allemagne qui a eu un petit rebond, et 2% pour les États-Unis. Donc on voit quand même qu'il y a un fléchissement. Alors 2%, ce n'est pas tout à fait comparable, encore une fois, au 0,1 européen, puisque en Europe, on est sur un chiffre trimestriel véritablement, alors qu'aux États-Unis, il était annualisé. Mais tout de même, ça fait quand même une croissance qui, sur un rythme annuel, serait de 2%. Donc on a un fléchissement de la croissance, mais on n'a pas, à ce stade de récession, sachant, comme je le disais, que de toute façon, le conflit n'est intervenu que début mars. Si on regarde maintenant les PMI, qui sont les indices avancés de la croissance, sur la zone euro, on voit bien au mois d'avril le fléchissement de ces PMI qui sont tombés au-dessous des 50. Vous savez que les 50, c'est la borne entre la croissance et la récession. Et donc, en tombant au-dessous, on a des anticipations de fort ralentissement sur l'Europe. Aux États-Unis, on a aussi un ralentissement, mais avec un indice PMI qui reste tout de même au-dessus des 50. Donc, l'impact sur l'activité et sur la croissance, il est réel. Si on regarde maintenant l'impact sur l'inflation, là aussi, on a un impact qui est réel, mais dont on s'aperçoit qu'il reste mesuré. On a eu les chiffres d'inflation pour le mois d'avril, et donc en zone euro, on est à 3%, donc bien au-delà de la cible des 2% de la Banque centrale, et aux États-Unis, on est à 3,3%. Si on regarde maintenant les indices sous-jacents, c'est-à-dire hors énergie et produits frais, on voit qu'on est à 2,2, donc très proche des 2% en zone euro, et on est à 2,6% aux États-Unis, ce qui est là aussi au-dessus des 2% cibles, mais qui est quand même une inflation qui reste mesurée. Donc, mais celle qu'on regarde malgré tout pour qu'il y ait un effet potentiellement néfaste prix-salaire, c'est la sous-jacente. C'est la sous-jacente, voilà. D'accord. Donc pas forcément d'inquiétude. La sous-jacente, on voit que pour l'instant, et c'est normal, puisque les tensions sur les prix de l'énergie sont récentes, ne reflètent pas de tensions de ce type-là. De ce fait-là, pour l'instant, les banques centrales ont maintenu leur taux à leur niveau, ont poursuivi dans le statu quo, avec des taux donc, qui sont à 3,75 aux États-Unis et 2% en Europe. Les banques centrales, comme on l'avait déjà dit, trouveront qu'il y a trop peu de visibilité pour agir. En plus, la dernière réunion de la Fédérale Réserve américaine, c'était aussi la dernière pour Jean Powell à la tête de cette Fédérale Réserve. Et donc, c'était peut-être pas nécessairement le bon moment pour prendre des décisions particulièrement énergiques. Ce que l'on a essayé de faire sur le graphique suivant que vous avez sous les yeux, c'est de regarder, parce qu'on a beaucoup parlé à propos de cette crise de l'énergie, à la comparaison avec les crises précédentes. Et donc, les crises précédentes, c'est la crise de la guerre en Ukraine en 2022-2023 et le précédent des chocs pétroliers des années 70. Et donc, on a essayé de regarder comment la situation aujourd'hui se présente comparativement à ces chocs pétroliers précédents. Et donc, vous avez ici, en rouge,
la courbe de l'inflation sur 12 mois depuis 2020. Vous avez la courbe en pointillé qui est la courbe de la croissance. En zone euro. En zone euro. Vous avez en vert le taux de la Banque centrale européenne et vous avez en bleu les taux à 10 ans sur l'emprunt d'État français. Les échelles pour toutes ces courbes sont à gauche, sauf pour la courbe de croissance où l'échelle est à droite. Ce que l'on remarque, si on compare à la situation en 2022, c'est que la situation est tout de même très différente. D'abord, en 2022, le taux de la Banque centrale était négatif. Donc, on partait d'une situation de taux négatif. Ensuite, on a eu une hausse très forte de l'inflation qui a amené l'inflation au-delà des 10%. Sachant que peut-être préciser justement que cette inflation, elle est née avant cette entrée de la Russie en Ukraine. Absolument. Et qu'elle est apparue au niveau du Covid. Et c'est d'ailleurs après la sortie du Covid où on voit ce pic de croissance qui a eu lieu en zone euro. Exactement. Donc, on était à ce moment-là à la sortie du Covid, ce qui explique que l'inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine et qu'elle a été renforcée par la guerre en Ukraine. Et on avait un taux de croissance qui était assez fort, parce que là aussi, on sortait de la situation du Covid et que donc la base de comparaison était extrêmement basse. Donc, une situation très différente de la situation d'aujourd'hui où les taux de la Banque centrale sont à 2%, donc bien plus élevés que ce qu'ils étaient en 2022. Une inflation dont la BCE prévoit pour l'instant qu'elle sera en 2026 de 2,6%. Et une croissance qui est très mollassonne à 0,9, ce qui est aussi la dernière prévision de la Banque centrale. Si on compare aux années 70, là, c'est encore pire, si je puis dire. C'est-à-dire que la comparaison n'a vraiment pas beaucoup de sens, puisque ce que l'on voit ici, c'est qu'en 73, lorsqu'on a eu le premier choc pétrolier, on avait des taux de... Alors là, on est sur le... Il n'y avait pas encore l'euro, donc on est sur la France et on est sur le franc. Mais les taux de la Banque de France, à ce moment-là, étaient proches des 8%. On avait une inflation qui, elle-même, était aux alentours des 8% et qui est montée au-dessus des 14%. Et on avait une croissance qui était relativement élevée, aux alentours des 4% par an. Donc, effectivement, le choc pétrolier a amené une récession qui a été assez violente. Et des évolutions de taux, d'abord à la hausse, puis à la baisse de la Banque centrale, pour d'abord faire face à l'inflation et ensuite faire face à la récession, donc d'où la situation de stagflation. Et en 1979, lorsqu'on a le deuxième choc pétrolier, à nouveau, on a une situation très différente, avec une croissance très différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, une croissance qui est au-delà des 3%, une inflation qui est proche des 10%, et des taux qui sont même aux alentours de 10%. Donc on voit que les comparaisons que l'on peut faire ne sont pas raison. Les hausses de prix de l'énergie ne se font pas toujours dans le même contexte et donc n'ont pas nécessairement les mêmes effets. Si on regarde pourtant les prévisions qui sont faites par les opérateurs de marché actuellement sur la politique des banques centrales, on voit qu'à 92% aujourd'hui, les marchés considèrent que la Fédérale Réserve ne devrait pas bouger ses taux et à 92% que la BCE, la Banque Centrale Européenne, devrait les remonter d'un quart de point. Ça nous paraît excessif pour les raisons que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui reste tout de même mesurée. Alors, évidemment, s'il y avait des événements nouveaux, si le conflit reprend, si on n'en trouve pas une solution rapide et si la solution se trouve dans quelques années, on sera dans une situation complètement différente. Mais à ce stade, on n'a pas du tout une inflation qui décolle vers les 10%, comme ça a pu être le cas en 2022 ou encore pire dans les années 70. Bien sûr. Et on a au contraire une croissance qui est très mollassonne
et qui seraient très handicapés par des hausses de taux. De toute façon, on avait la même situation le mois dernier et au final, on a vu qu'il y a eu un inversement quelques jours avant le discours de la BCE. Voilà. Du coup, quand on regarde ce qui s'est passé sur les taux à 10 ans, on voit que les taux à 10 ans sont restés relativement stables. On a aujourd'hui une baisse des taux parce que l'optimisme est revenu sur la situation au Moyen-Orient. Mais pour autant, on le voit sur ces graphiques, on reste toujours dans des zones assez proches, entre 3,25 et 4%. Ça, c'est pour la France. Pour l'Allemagne, on est aux alentours des 3%, plutôt légèrement au-dessous aujourd'hui. Et c'est la même chose sur les États-Unis, où là aussi, il y a des variations qui sont finalement relativement faibles. Ça se répercute aussi sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, dont on voit maintenant qu'il est assez stable depuis 2 mois. Le dollar, lui aussi, après avoir connu des variations relativement importantes, est aujourd'hui plus ou moins stabilisé aux alentours des 1,18, donc une situation plus calme. Et si on regarde sur les écarts les spreads de crédit, c'est-à-dire les écarts entre les emprunts d'État et les entreprises, on voit qu'on reste dans des niveaux qui sont assez bas pour ces spreads de crédit globalement, mais avec des variations entre les secteurs, puisqu'effectivement, les secteurs les plus touchés par les problèmes autour du pétrole sont pénalisés avec des taux d'emprunt qui augmentent. C'est le cas, on le voit sur ces graphiques, pour Air France. C'est le cas également pour Stellantis, pendant que de l'autre côté, Total Energy emprunte au même niveau toujours que l'État français et qu'on vous a pris un exemple ici, Banco Santander, par exemple, a vu au contraire son taux baisser par rapport à l'emprunt d'État français. Les courbes de taux, là aussi, on a des courbes de taux qui, par rapport au 27 février, se sont translatées. Comme on l'avait dit, les taux courts sont légèrement un peu plus élevés que... Enfin, on remontait un peu plus que les taux longs, mais globalement, on a des courbes qui restent très pentues et qui se sont translatées vers le haut. Au franc, peut-être, si on pense que la flambée d'inflation ne sera pas durable et qu'il n'y aura pas de nécessité de remonter les taux, des opportunités intéressantes. C'est la même chose aux États-Unis, où on a la même translation entre la courbe rouge, qui est la courbe telle qu'elle est aujourd'hui, et la courbe jaune, qui était celle au 27 février, donc juste avant le conflit en Iran. Si bien que aujourd'hui, notre positionnement en tant que conseil en investissement financier, c'est de dire que, et surtout si on regarde par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement que l'on enregistre sur les marchés, plus de 3% de hausse sur les actions, une baisse de plus de 10 centimes sur les taux longs. Les fameuses portes de saloon, comme je disais en entrée. Et on voit bien que si on attend que les événements se produisent pour se positionner, eh bien on arrive généralement trop tard parce que le mouvement sur le marché, il est soudain et brutal et que donc on n'a pas le temps d'intervenir. C'est pour ça que c'est toujours important justement de garder le cap. Voilà, donc à partir de là, les événements étant difficiles à anticiper, soit on fait du trading et de la spéculation, mais pour ça, il faut être en position de le faire, c'est-à-dire être en situation d'opérer constamment et rapidement sur les marchés, ce qui est un métier. Soit on se positionne en investisseur, et là, il vaut mieux conserver des portefeuilles qui sont équilibrés et diversifiés et qui puissent traverser toutes ces périodes, quelles qu'elles soient, sans grand dommage. Aujourd'hui, sur les marchés de taux, notre recommandation, c'est de se positionner sur la partie 5-7 ans de la courbe, partie moyenne. On a vu, la courbe est pentue, donc on a sur ces durées-là des taux qui sont assez intéressants, assez attrayants. Et en même temps, sur ces durées-là, on n'a pas un risque énorme, y compris en cas de hausse des taux.
En conclusion, ce que l'on voulait tirer de tous ces éléments, c'est que l'inquiétude, elle est peut-être plus sur la croissance que sur l'inflation. Évidemment, on entend parler tous les jours aux journaux télévisés de la hausse du prix de l'essence à la pompe, de la hausse des denrées alimentaires, de la hausse des prix du plastique, etc., des engrais. Donc oui, peut-être qu'il y aura un peu d'inflation, mais on part de niveaux très bas et avec des niveaux de taux des banques centrales qui ne sont plus du tout au niveau zéro ou négatif que l'on avait connu en 2022. Donc, est-ce que la Banque centrale va s'inquiéter plus pour l'inflation ou plus pour la croissance, même si son mandat, c'est essentiellement la stabilité des prix? Eh bien, il n'est pas certain qu'elle considère qu'une hausse des taux soit judicieuse dans cet environnement où, on le voit bien, les taux du pétrole peuvent baisser assez rapidement si la situation se calme. Dès lors, le marché qui anticipe aujourd'hui 3 hausses de taux de la BCE sur l'année nous paraît un peu optimiste. Et comme je disais à l'instant, rester investi sur des parties moyennes de la courbe des taux nous paraît plus judicieux. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces explications. Merci à vous encore de nous avoir suivis nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous, d'ailleurs, si vous avez des questions. Bien évidemment, on sera en mesure d'y répondre. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Au revoir.